Donc le sujet de cet atelier, c'est se reconvertir dans l'accompagnement. Je vais juste mettre ça en grand, pardon, pour l'enregistrement, ce sera plus joli. Se reconvertir dans l'accompagnement, les 7 erreurs qui sabotent ton projet. Et j'ajoute même si tu es faite pour ça, parce que il y a beaucoup de personnes qui échouent dans l'accompagnement, alors qu'en réalité, elles ont vraiment les compétences, elles ont vraiment des choses à transmettre qui sont importantes, qui sont attendues, qui sont nécessaires, et pour autant, eh bien pour beaucoup, ça peut ne pas fonctionner. J'ai recensé 7 erreurs. Vous allez voir, qui sont parfois sur des niveaux différents. Euh, il y en a d'autres, mais pour moi, je dirais que ce sont les plus importantes. Ça fait aujourd'hui 10 ans que je suis dans l'accompagnement. Alors moi, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je fais juste une petite parenthèse, on va dire personnelle. Pendant 14 ans, j'ai été inspecteur des finances. Donc ça n'a rien à voir. J'étais dans l'administration, j'allais au bureau tous les jours. Je travaillais sur des tableaux Excel, je faisais de la maîtrise des risques, de l'audit, des finances, du contrôle de gestion, etc. Et là, je sens que vous êtes vraiment passionné par tous ces thèmes. Donc j'ai fait ça pendant 14 ans. Et il y a une partie de moi qui aimait faire ça, hein. Ça faisait quand même appel à certaines de mes qualités, certains de mes talents. Et puis, il y a une partie de moi qui vraiment avait le sentiment de passer à côté de quelque chose de plus important. Comme s'il y avait voilà, quelque chose de plus précieux encore à offrir, s'il y avait des sujets vraiment importants à côté desquels je passais un petit peu. Alors certes, j'aidais les personnes que j'accompagnais sur des thématiques financières, comptables, juridiques, mais je sentais bien qu'il y avait autre chose qui me passionnait depuis toujours. Depuis toute petite, aussi loin que je me souvienne, vraiment toutes ces questions liées au sens de la vie. Ça m'a toujours vraiment passionnée, voir qu'on a des histoires toutes et tous parallèles, que parfois nos chemins se croisent et est-ce qu'il y a eu des vies avant, est-ce qu'il y aura des vies après? Enfin voilà, l'impression que c'était pas juste ça et que j'avais envie, j'étais appelée à transmettre finalement sur des sujets, on va dire, de fond, vous voyez, un peu plus en profondeur. Mais j'ai mis longtemps à m'autoriser en fait cette bascule, cette reconversion, parce que moi, je venais d'un milieu très terre à terre, fonction publique, les finances, et tout ce qui était psychologie, humain, vous voyez, c'est, on pourrait dire matière molle, hein, par opposition aux matières dures que sont les sciences ou les chiffres. Eh bien, c'était pas du tout quelque chose de valorisé dans ma famille. Et du coup, j'avais fait mes choix en fonction de ça, et donc pas du tout dans mon environnement professionnel. Donc je me souviens que adolescente, plus jeune, voilà, j'avais beaucoup de sujets hein, hypersensibles, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, etc. Mais j'ai vraiment dû faire mon chemin toute seule parce que pour mes proches, la psychologie, c'était pas une voie avec des débouchés, c'était pour les fous, enfin voilà, c'était pas du tout quelque chose de d'ancré, on va dire dans la culture familiale. Ce qui fait que bah, j'ai suivi une voie de sécurité, hein, donc voilà, les finances. Et puis, pour autant, bah, ça m'a rattrapée en fait très régulièrement. Et je voyais bien que le développement personnel, dès que je m'y intéressais un peu, me fascinait et je sentais que il y avait quelque chose pour moi, voilà, qui était plus vrai en fait ici. Mais ça a été très difficile de m'autoriser ça parce que donc je ne baignais pas dans cette culture-là, parce que j'avais très peur aussi de perdre. Bon, c'est très basique ce que je vais dire, mais en tant qu'hypersensible, j'ai vraiment un besoin de, comme beaucoup d'hypersensibles de sécurité et notamment financière. Et je sais que beaucoup de personnes ont du mal en fait dans leur reconversion à l'accompagnement justement parce qu'elles doivent faire vraiment ici un saut dans le vide qui n'est pas négligeable. Donc je vais aussi parler un petit peu d'entrepreneuriat dans ma présentation là des erreurs que l'on fait parce que en réalité, il ne s'agit pas seulement de se reconvertir dans l'accompagnement, hein. Notre objectif, c'est de réussir dans l'accompagnement. On ne veut pas juste avoir un diplôme, un titre et une carte de visite ou une petite plaque sur notre porte. On veut qu'il y ait des clients, on veut qu'il y ait des rentrées d'argent. Bref, on veut que ça nous mette à l'abri et que notre besoin de confort, de sécurité soit nourri, soit satisfait. Et c'est bien normal de fonctionner de cette façon. Donc pour moi, ça a été difficile de franchir ce pas. Il y avait cette peur financière, évidemment. Il y avait aussi la peur de ne pas être assez bien pour accompagner les autres.
du type, mais pour qui te prends-tu? Pour qui te prends-tu avec ta sensibilité, tes angoisses, tes émotions qui débordent? Parce que l'appel à accompagner les autres, je l'ai ressenti il y a plus de 10 ans, alors que mon chemin véritablement intérieur commençait tout juste, hein. Donc c'était une période, bah oui, un peu difficile où je me disais, non mais attends, c'est beaucoup trop tôt, je suis pas prête pour faire ça, je ne suis pas légitime, je ne serai pas crédible, etc. Donc j'avais aussi toutes ces peurs-là et bien sûr les peurs liées aux émotions. Quand on a du mal soi-même à gérer ses émotions, comment peut-on prétendre aider les autres à travailler sur ce type de problématique? Donc tout ça m'a demandé du coup naturellement du temps et j'ai commencé en fait par prendre on va dire un chemin un peu de traverse où j'ai partagé mon développement personnel publiquement en me disant que bah, déjà ça allait m'engager envers moi-même à vraiment travailler sur moi parce que ça faisait quand même des années que je piétinais avec tout un tas de problèmes plus ou moins récurrents et puis la deuxième chose je me suis dit bah, en partageant mon chemin je vais voilà, attirer à moi des personnes. Je vais commencer en fait à me faire connaître et finalement peut-être que je vais acquérir par là une forme de légitimité que j'ai pas à l'heure actuelle, que je me sens pas avoir à l'heure actuelle. Et donc c'est ce qui m'a amené à créer les défis des filles zen pour les personnes qui connaissent, à proposer un programme d'auto-coaching au préalable où les personnes, on va dire, font ce travail introspectif, ce chemin intérieur, à déposer ma méthode de coaching, le coaching de l'alignement en projet, et à créer mon école de coach CAP, très exactement, qui est ouverte depuis 2020. Et dont je vois ici parmi vous Adeline, qui l'a suivi il y a quelques années. Donc, j'ai formé une petite centaine aujourd'hui de coachs CAP qui sont certifiés de cette approche, le coaching de l'alignement au projet. Et donc, c'est une technique, on va dire, d'accompagnement, mais c'est bien au-delà justement de la technique. Et là, je vais faire une transition très subtile vers ma première erreur, justement, avec cette idée de technique. Vous allez comprendre. Bon, tout ça pour dire que j'ai mis longtemps à me l'autoriser, que j'ai mis plusieurs années à créer, en fait, et à construire une formation à l'accompagnement qui permette vraiment aux personnes formées d'avoir des bases solides, non pas pour avoir un diplôme, mais pour vraiment pouvoir réussir derrière. Et ce qui est très important et que j'aime beaucoup dire, c'est que si habituellement les pourcentages de réussite dans l'accompagnement sont très bas après les formations classiques, eh bien dans notre école, on a pu mettre sur pied un programme qui a des taux de réussite, on va dire 10 fois supérieurs à ce qu'on entend habituellement ailleurs. Alors je vais vous partager ce chiffre qui n'est pas très joyeux, mais on va tout de suite le décortiquer pour que vous compreniez d'où ça vient et comment justement ne pas faire ces erreurs. On dit habituellement que seulement 5% des personnes qui sortent, alors je vais parler des écoles de coach principalement, mais c'est le cas pour les autres écoles de l'accompagnement. À peu près 5% seulement des personnes réussissent ensuite véritablement dans les métiers. Qu'est-ce qui se passe pour la plupart de ces personnes-là? Eh bien, il y a des doutes qui restent, il y a une posture peut-être fragile qui est en place, il y a les erreurs que je vais partager, et donc au final, il y a beaucoup de, soit des abandons purement et simplement, soit des personnes qui finalement font ça de manière un petit peu bénévole, mais ne développent pas vraiment une activité finalement autour de l'accompagnement. Alors d'où viennent du coup ces erreurs? Quelles sont ces erreurs que ces personnes ont pu faire et qui font que, eh bien, elles rejoignent une masse de personnes, une grande majorité, hein, je vous l'ai dit, 95%, c'est peut-être 90%, c'est peut-être 96%, hein. C'est une enquête qui a été faite sur les écoles de coach. Euh, Quelles erreurs font-elles bah, qui ne leur permettent pas, du coup, de s'en sortir? Donc, j'en ai recensé 5, comme je vous disais. Et bah, je vous propose qu'on commence tout de suite avec la première. Alors, juste, ouais, voilà, exactement ce qui me semblait. Il y avait des personnes en salle d'attente que, du coup, je n'ai pas vues. Donc, je les intègre tout de suite. Voilà. Et je commence avec la première de ces erreurs. Pour moi, est-ce que c'est la plus importante? Oui, je pense que c'est la plus importante et je vais y passer une majorité de temps. La première erreur, c'est de choisir une formation qui met l'outil au centre du parcours. Une formation qui va mettre l'outil au centre du programme. Ça, c'est simple à voir, ça, hein. Il suffit, si vous êtes en choix d'une formation à l'accompagnement, de regarder le plan détaillé, le programme détaillé de cette formation. Si c'est l'outil qui est au centre et qu'on parle de vous de manière secondaire, pour moi, ça va être un des motifs d'erreur principaux.
du coup, dans votre reconversion? Choisir une formation qui met l'outil au centre, ça veut dire quoi? C'est une formation qui passe le plus clair de son temps à vous former sur une technique. Voyez, un outil qui peut être un protocole qu'on va utiliser de telle ou telle façon. Donc, on va vous décortiquer la façon d'utiliser l'outil. Et en fait, on va vous transmettre ici beaucoup d'éléments de savoir-faire. Comment faire, du coup, pour l'utiliser, pour le dérouler. Bien souvent, il y a des processus. Et on va mettre vraiment ça au centre, du coup, du programme. Ce qui se passe chez toutes ces formations qui apprennent finalement à faire, mais pas à être, c'est qu'on ne tient pas compte d'une chose. C'est que dans notre accompagnement, il y a une petite partie du temps qui est l'utilisation de l'outil lui-même, mais il y a tout le reste. Il y a déjà ce qu'on transmet, nous, au-delà de l'outil qu'on utilise. C'est-à-dire ce qu'on diffuse, ce qu'on incarne, ce qu'on rayonne. Tout ça, ça va se voir. Juste avant qu'on utilise l'outil, après qu'on utilise l'outil, même pendant qu'on utilise l'outil. Et ça va également se voir à un autre niveau, c'est à chaque étape de notre développement d'activité. C'est-à-dire que là, en fait, on sait juste utiliser un outil, mais finalement, tout ce qu'il y a autour, avant, après et même pendant la posture, l'être coach ou l'être accompagnante, quel que soit finalement l'outil, la technique que vous choisissez, et ben finalement, tout ça, on est un petit peu dans le flou. Vous voyez, on est un petit peu dans le doute. S'il n'y a pas un travail socle sur la posture déjà d'accompagnante, mais au-delà de la posture d'accompagnante sur l'être soi, eh bien, c'est pour moi une des raisons les plus fréquentes, un des motifs les plus fréquents qui fait que derrière, ça va être trop fragile et ça va pas fonctionner. On ne peut pas se contenter, quand on accompagne les autres, de simplement avoir dans son répertoire un outil, même deux outils, trois outils, j'en reparlerai après, mais finalement négliger toute cette posture quand on est avec l'autre. Et puis, au-delà de quand on est avec l'autre, puisque finalement, la frontière qui je suis quand j'accompagne, qui je suis le reste du temps, elle est assez mince, pour ne pas dire inexistante, eh bien, en réalité, faire ce travail sur être soi, être juste finalement dans cette posture d'accompagnante, être juste avec soi-même. Ce qui change profondément quelqu'un, ce qui accompagne profondément quelqu'un, c'est pas tant un outil que la personne, en fait, qui porte cet outil. Pour moi, l'outil, c'est comme, on pourrait dire, on pourrait prendre cette image, une graine. S'il n'y a pas un terreau fertile euh, avec de l'eau, de la lumière, etc., et cette base de terre dans laquelle la graine peut grandir, la graine, elle va rester graine en réalité. Il est vraiment essentiel de travailler sur deux choses. Du coup, je l'ai déjà dit, mais je vais les reprendre. Donc, pour ne pas choisir une formation qui met uniquement l'outil au centre, il faut déjà que dans cette formation, il y ait des éléments très solides sur la posture quand on accompagne. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a assez régulièrement. Pour prendre le cas classique des formations au coaching, on a souvent les 7 ou 8 compétences clés du coach. Voyez. Et là, on va travailler sur des éléments, en fait, de ce qu'on, quelque part, de ce qu'on dégage, de ce qu'on amène au processus d'accompagnement de par notre présence. Quelques exemples d'éléments qu'on peut retrouver dans ces compétences clés, ça peut être d'apprendre à écouter, d'avoir une posture de bienveillance, de cultiver l'autonomie des personnes, de les amener à l'action. Là, je prends par exemple les compétences clés de la posture de coach. Ça va être, vous voyez, des éléments de savoir-être quelque part dans le cadre de l'accompagnement. Ça doit être une part importante de votre formation. Mais ça n'est pas suffisant. Au-delà de ces compétences clés de l'accompagnant que nous sommes, il y a vraiment, l'être, tout simplement. C'est qui je suis quand je n'accompagne pas les autres. Parce qu'en réalité, si on crée cette distinction, si on est uniquement formé dans un cadre professionnel, on va dire c'est très fragile et c'est illusoire en réalité. Qui je suis dans ma vie, qui je suis quand j'accompagne. Si on ne fait pas ce travail approfondi sur justement être soi, mais qu'est-ce qui se passe dans nos accompagnements? On va en fait projeter énormément de choses. Et plutôt que d'être
de proposer à l'autre un espace sécurisé pour l'accompagner, pour le faire avancer, eh bien, on va dire comme ajouter à cette relation tout ce qu'on n'a pas traité avec soi-même. On va ajouter nos propres peurs, on va ajouter nos propres freins, on va ajouter nos propres croyances, on va ajouter finalement nos propres limites, celles sur lesquelles on n'a pas travaillé, celles desquelles on n'a pas conscience en réalité. Donc pour moi, ça, c'est une erreur qui est très importante et qui est fondamentale. Quelle que soit la méthode d'accompagnement que vous allez choisir, votre formation ne peut pas être purement technique, purement un outil. Il doit y avoir une partie très importante sur votre posture d'accompagnante et au-delà, il doit y avoir une dimension très importante sur et qui je suis quand j'accompagne pas. Parce que plus je fais la distinction entre les deux, encore une fois, plus c'est fragile. Plus c'est fragile, moins j'incarne, moins je vais rayonner et moins ça va fonctionner. Ça va fonctionner à de multiples niveaux, hein. Quand je dis moins ça va fonctionner, on va avoir des résultats moins impactants auprès de nos clients, donc le bouche à oreille marchera moins bien. Et puis dans notre développement d'activité, on va toujours souffrir de la légitimité, du manque de confiance, des doutes, etc. Et tout ça, malgré nous, va se ressentir en réalité dans tout ce qu'on propose, dans tout ce qu'on diffuse, même dans notre façon de nous faire connaître. Donc ça, c'est vraiment un premier point très important. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui lâchent en se disant, bah, finalement, j'étais peut-être pas faite pour ça. Moi, ce que je constate plutôt, c'est finalement, je me suis peut-être pas formée de la bonne façon. Je me suis peut-être pas formée de la bonne façon. Et finalement, je sais que beaucoup d'entre nous qui nous engageons dans une reconversion pour accompagner les autres, on a fait un chemin en fait particulier auparavant. C'est rarement des vocations qui viennent de nulle part. Bien souvent, surtout quand on a un âge un peu plus avancé, ce qui se passe, c'est que on a vécu nous-mêmes des moments de vie difficiles. Moi, que je ne vous l'ai pas dit, mais avant de m'engager dans ma reconversion, en fait, il y a eu un moment clé dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle. Pendant 14 ans, j'étais dans les finances, je serrais les dents, j'entendais un appel intérieur, mais bien évidemment, comme beaucoup, je ne l'écoutais pas. Et j'ai continué à tirer sur la corde, à travailler, à ne pas écouter mes valeurs, mes besoins, ce qui m'appelait au fond. Et à un moment donné, mon corps a dit stop. Mon corps a dit stop, je me suis retrouvée alitée pendant plusieurs mois. Et à partir de là, je me suis appliqué des choses à moi-même et j'ai décidé d'accompagner les autres. Pour beaucoup de personnes qui entrent dans l'écosystème que je propose, donc que ce soit le programme expérience, que ce soit la formation de coach, c'est quelque chose que je vois très souvent. Des personnes qui ont vécu des transitions de vie, qui ont été accompagnées à ce moment-là, qui se sont intéressées au développement personnel, aux différentes approches de l'accompagnement et qui, par la suite, se sont dit, et si j'en faisais mon métier? Parce que c'est passionnant, parce que moi-même, ça m'a beaucoup aidé, parce que j'ai envie d'être libre dans mon activité. Et donc, eh bien, j'aimerais, moi aussi, travailler dans ce domaine. J'aimerais, moi aussi, accompagner bah, des évolutions comme celles que j'ai pu vivre, accompagner des transformations comme celles que j'ai pu traverser. Et donc, je sais que pour beaucoup de personnes, il y a une transition en fait derrière. Vous voyez, il y a un chemin de vie. C'est pas juste une vocation, est-ce que j'ai les compétences, paf, j'y vais. C'est aussi, j'ai vécu une expérience personnelle et si, à partir de ça, eh bien, j'en faisais mon métier. Et donc, c'est d'autant plus important aujourd'hui que nous sommes beaucoup dans ce type de schéma-là. On n'est pas dans une vocation, on va dire, à l'adolescence, on dit, tiens, et si je faisais ça, c'est génial, et puis on fait des études d'orientation et on part dans le métier. Bien souvent, ça part plutôt d'une expérience de vie. D'ailleurs, je vais faire ce petit sondage parmi vous. Qui parmi vous, justement, a bah, suivi ce chemin-là, à savoir, a traversé une épreuve de vie, a été accompagné, s'est tourné à ce moment-là vers le développement personnel et ensuite s'est dit, et tiens, si j'en faisais moi aussi mon métier. Qui parmi vous est dans ce schéma-là? Ok, d'accord. Jean-Marc, ok, j'ai pas été accompagné. Donc peut-être une découverte du développement personnel, mais autonome?
Et aujourd'hui, tu te dis, tiens, et si j'accompagnais? Ok. Bon, tu t'es accompagné toi-même. On va dire ça comme ça. Ok. Très bien. Donc, il n'y a que Ness qui ne dit pas moi. Ok. Pour les autres, c'est plutôt ce chemin-là. Eh bien, plus en fait on va être dans ce type de schéma-là, plus ça confirme en fait l'erreur et le risque qu'on peut prendre à ce niveau-là, à savoir de juste choisir quelque chose de technique et de négliger cet aspect. Je suis en train moi-même de traverser une transition d'une expérience personnelle à et si j'en faisais une aventure professionnelle. Et ça demande aussi d'être accompagné. Donc, raison de plus pour faire attention à cette première erreur. Ne pas choisir une formation qui met l'outil au centre, mais chercher une formation qui inclut d'une part de l'outil, d'autre part la posture d'accompagnante et également l'être soi. Et ça, c'est vraiment important. Parce que si on ne fait pas ce travail sur soi en parallèle, quelle que soit notre approche, on va ajouter des choses. On va pas proposer cet espace, en fait, neutre, bienveillant pour aider la personne à faire son chemin. On va en fait ajouter tout un tas de choses qu'on n'a pas réglées avec nous-mêmes ou sans parler de régler, dont on n'a pas pris conscience. Parce qu'il ne s'agit pas d'être parfait non plus, attention. Donc pour moi, ça, c'est la première erreur et c'est une erreur vraiment importante. Est-ce que ça va pour vous jusqu'ici? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça résonne? Est-ce que vous voyez déjà un petit peu ce premier point d'attention pour vous? Ils vont pas tous être aussi longs. Très bien. Audrey, oui, complètement. Audrey, je suis en train de réfléchir. T'as pas rendez-vous pour un appel? Si, ok, très bien. Appel bilan ou appel coach? Bilan peut-être, non? Les deux. Bon, d'accord, ok. Très bien. Euh, alors, appel bilan, juste pour ma petite parenthèse, on propose un programme bilan de compétences CAP où justement on travaille pour s'assurer ou confirmer un projet de reconversion. Voilà, donc je ferme la petite parenthèse. Très bien, donc c'est clair pour tout le monde, parfait. Je continue. La deuxième erreur, je la vois toujours. Je change de registre, hein. Là, je vois que je saute du coq à l'âne dans mes erreurs, mais non, en fait, tout est lié. Cette deuxième erreur qui est très importante, et vraiment, j'ai encore eu un exemple de ça cette semaine, un autre exemple la semaine d'avant, notamment dans nos accompagnements bilan de compétences, c'est de croire, une fois que ce choix d'accompagnement est un peu plus avancé, on choisit notre formation à l'accompagnement, c'est de croire que la prochaine étape, symbolique et pas symbolique, mais la prochaine étape à enjeu, c'est de s'occuper de la structure de son entreprise. Je vois beaucoup de personnes qui, dans leur plan d'action, je me forme à l'accompagnement, ok, alors admettons coach. Et une fois que j'ai le diplôme de coach, ok, la question suivante que je vais me poser, c'est quelle structure je choisis? Est-ce que je choisis micro-entreprise? Est-ce que je choisis le URL? Est-ce que je choisis la SASU? Et c'est de penser que ce sujet-là, c'est le sujet à enjeu dans votre développement et votre création d'activité. Mais je vois vraiment énormément de personnes faire cette erreur, hein. C'est-à-dire se dire, bon, il faut que je trouve une formation à la CCI de ma région, et puis une demi-journée, quel statut je choisis pour mon entreprise, ou bien concevoir mon logo, mon nom d'entreprise, vous voyez, ce genre de... Alors, ça, c'est symbolique, et je comprends que ça ait sa place. Mais très honnêtement, dans votre développement et dans votre réussite d'activité, ça doit être une demi-journée de votre temps, hein. Vous demandez à ChatGPT, en enregistrant une petite note vocale de 10 minutes, votre situation, il va vous dire le statut le plus adapté pour vous. Vous faites une démarche qui peut être faite en 30 minutes, là, guichet unique, voilà. Votre logo, vous pouvez simplement réunir quelques idées de couleurs, etc. Ça n'est pas le vrai sujet. Ça, c'est ce derrière quoi on s'abrite pour ne pas voir le vrai sujet. Parce que le vrai sujet, il fait un petit peu plus peur que ça. Bon, même si on peut avoir la phobie administrative et détester ces aspects structure, ce que je peux comprendre, mais ça n'est pas votre sujet prioritaire. Dans votre plan d'action, ça, c'est à peine une ligne en fait. C'est une ligne qui est symbolique parce qu'on a le sentiment qu'à ce moment-là, ça y est, j'ai créé mon entreprise. Bon, moi, je me souviens, j'ai vécu ça, hein, quand j'ai créé mon entreprise, Édition Les Fisaines. Au départ, c'était une micro-entreprise. Je m'étais bien pris la tête sur les statuts.
Je m'étais dit, je crée ça. Résultat, 5 mois plus tard, j'ai tout changé, le logo, le nom, la structure, etc. Parce que... Mais en réalité, ça ne fait pas venir à nous des clients. C'est pas parce que dans le registre des commerces, il y a notre entreprise qui va apparaître que du jour au lendemain, ça va faire venir à nous les clients. Ça, c'est vraiment un sujet secondaire. OK? Donc, moi, ça m'attire, ça m'interpelle. Quand sur notre plan d'action, on voit le diplôme ou le titre et derrière la structure, là, je sais déjà d'avance que la personne, elle passe en fait à côté d'une dimension beaucoup plus profonde, en fait, qui va du coup conditionner sa réussite. Cette dimension profonde, donc je l'ai déjà évoqué juste avant, c'est le travail intérieur. Hein, donc, je vous l'ai dit, une formation qui ne parle que d'outils et qui délaisse vraiment toute cette dimension de travail intérieur où c'est voué à l'échec. Parce qu'en réalité, c'est ça le socle. C'est vous, en fait, c'est vous. L'outil numéro un, c'est vous. Voilà. Donc ça, il faut l'accepter. Et s'il n'y a pas ce travail solide, ça va se ressentir à un endroit ou à un autre. Ça va se ressentir comment? Par exemple, comme je le disais tout à l'heure, vous n'allez pas travailler sur des croyances, des blocages, des limites. Dans vos accompagnements vont être limités. Vous êtes le plafond de l'accompagnement que vous proposez. Donc, si j'arrive avec des croyances, des freins, des limites, vous savez déjà que la personne que vous accompagnez, vous allez être son plafond. Voilà. Donc, c'est essentiel déjà à ce titre-là. Mais c'est aussi essentiel à un autre titre, c'est que dans le développement de votre activité, à chaque étape, vous allez être confronté à vous-même. On n'est pas en train de créer une entreprise, en fait, quand on fait une reconversion dans l'accompagnement. On est en train de développer une activité autour de qui on est. C'est pas votre outil qui va faire vendre. Hein. Maintenant, dire je suis diplômée en, je dis n'importe quoi, hein, hypnose ericksonienne, ça n'attire pas les foules. Pourquoi? Parce qu'il y en a 5000 comme vous. La différence aujourd'hui, il y a beaucoup plus de concurrence qu'avant. On est aussi là pour se dire les choses franchement. Il y a beaucoup plus d'accompagnants aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Il y a aussi beaucoup plus de besoins, donc rassurons-nous. Mais c'est quand même essentiel et c'est une chose qu'on ne vivait pas avant. Il faut se démarquer. Avant, peut-être qu'on avait juste une carte de visite, hypnose ericksonienne, oui, ça existe, sophrologie de Caicedo ou je ne sais quoi. Et là, paf, les clients arrivent en masse parce que ces outils-là sont hyper recherchés. Aujourd'hui, il y en a beaucoup d'autres qui vont arriver avec ces outils, quel que soit l'outil que vous choisissez finalement. Et donc, ce qui va faire la différence, c'est pas ça, c'est ce que vous allez en fait incarner. Votre activité, elle ne va pas se développer parce que vous avez des outils, elle va se développer parce que vous rayonnez quelque chose qui donne envie aux gens de venir vers vous pour vous ressembler. Pour dire les choses basiquement, c'est comme ça en fait que ça fonctionne. Vous allez attirer à vous des personnes qui ont envie d'être comme vous. De plus en plus, ici, je ne vous parle pas des personnes qui ont commencé à accompagner il y a 20 ans, qui aujourd'hui fonctionnent au bouche à oreille parce que, et qui de toute façon, doivent incarner qu'elles sont dans leur posture d'accompagnante, mais qui potentiellement n'ont pas vraiment ces codes, vous voyez, de communication, de rayonnement. Moi, je vous parle des personnes qui aujourd'hui veulent développer une activité dans l'accompagnement. Donc, je m'adresse à vous. Et donc, se concentrer uniquement sur les statuts, la comptabilité, la structure, le logo et le nom qu'on va mettre sur notre carte de visite, ça, c'est secondaire. La clé ici, c'est de bien réaliser que si je veux que mon activité se développe, je ne crée pas une entreprise de vente de canapés, je crée une entreprise autour de ma propre transformation en réalité et j'incarne quelque chose qui fait que les personnes qui ont besoin de cette transformation-là, elles vont avoir envie de venir vers moi. C'est en réalité comme ça que ça fonctionne. Et donc, il est essentiel, eh bien, de passer davantage de temps sur cette idée-là plutôt que sur cette histoire de statut d'organisation. Donc, déjà là, quand vous faites votre plan d'action reconversion dans l'accompagnement, voilà, soyez cohérent. Votre travail intérieur, c'est une grande partie du travail. Le lien entre votre travail intérieur et votre activité, c'est une grande partie du travail. Les statuts, c'est une petite partie du travail. Et d'ailleurs, j'ajouterais même, ça ne va pas vous plaire, mais même la formation à l'outil,
la partie technique, le savoir-faire, c'est une petite partie du travail, en réalité. La plus grande partie, c'est le savoir-être, accompagnante, et savoir-être, même quand personne ne me voit. En réalité, les deux sont liés et fonctionnent ensemble. Donc ça, c'est la deuxième erreur. Croire que c'est la structure, c'est les statuts, c'est la compta qui vont faire que mon entreprise va fonctionner. Ça va pour vous, cette deuxième erreur? Est-ce que je suis en train de vous déprimer ou au contraire, ça vous apporte un éclairage et ça vous paraît cohérent? Mais encore une fois, je ne vous parle pas de l'accompagnement il y a 10 ans, hein. Je vous parle vraiment d'aujourd'hui, ce qui se passe. La réalité du marché aujourd'hui. Dites-moi oui, c'est clair. Le message est bien reçu. Je revois mon plan d'action pour intégrer toutes ces dimensions-là. Ok, génial. Alors, je vais commencer avec un paradoxe. Je vais continuer, pardon, avec un paradoxe dans le monde de la formation à l'accompagnement. Je vous révèle un petit peu les coulisses là de la formation à l'accompagnement. Alors vous, vous êtes là d'un point de vue extérieur. Moi, je suis dans ce monde-là des formations à l'accompagnement. Donc, je vous le disais, avec cette formation pour devenir coach cap depuis 2020 maintenant. Et je vois un peu l'envers du décor. Il y a un paradoxe qui est très important de plus en plus dans les formations à l'accompagnement. C'est de croire que une formation à l'accompagnement, ça va forcément me transformer. De croire qu'une formation à l'accompagnement, puisque ça forme à accompagner, eh bien, ça va forcément euh, être une formation humaine, être une formation qui me respecte entièrement dans le processus, être une formation qui me met au centre du parcours. Je vois énormément, bien sûr, il y a de plus en plus de formations à l'accompagnement, il y a de plus en plus d'outils, de plus en plus de techniques d'accompagnement aujourd'hui, ça continue de se développer. Et en réalité, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et si je vous dis ça, c'est parce que moi-même, je l'ai cru. Lorsque j'ai décidé à un moment donné, je me suis dit, allez, je peux y aller, je me forme pour accompagner les autres. Ça faisait déjà quelques années que j'étais dans mon chemin de développement personnel. Je me suis dit, là, je commence à être légitime, je commence à être crédible, je vais me former à des outils parce que bah, je sentais que j'avais besoin d'outils et puis pour moi, ma légitimité viendrait de l'outil. Euh, Ma légitimité et même ma valeur dans la vie, quelque part, était toujours venue d'éléments extérieurs. Les concours que j'avais réussis, les examens que j'avais brillamment réussis, les titres que je pouvais avoir dans mon travail, les grilles de hiérarchie, etc. Donc il y avait vraiment une part de moi qui était un petit peu focalisée là-dessus. Et donc, je me suis formée à plusieurs outils, on va dire renommés, reconnus, voilà, en me disant ça va me rendre légitime. Et ce que j'ai découvert ici, c'est que c'est pas parce que c'est une formation pour accompagner les autres que c'est une formation qui est humaine en réalité. Il y a beaucoup de formations à l'accompagnement qui sont purement techniques, qui n'aident pas la personne à devenir accompagnante, qui ne tiennent pas réellement compte de l'unicité de chaque personne, qui n'aident pas réellement chaque personne à s'approprier les outils, bref, qui ne l'aident pas finalement à incarner, voyez, l'outil, à incarner son accompagnement. Donc, qui sont purement techniques. Et ça, c'est quelque chose que j'ai, par mon expérience, du coup, dû comprendre, dû réaliser. Moi, je me suis notamment formée au coaching, on va dire, professionnel. Le coaching, je croyais que c'était être professionnel dans le coaching, en fait, quand je me suis formée au coaching professionnel. En réalité, c'est être coach dans un cadre professionnel, un cadre d'entreprise, avec donc une dimension équipe, accompagner des dirigeants, management, etc. Et en réalité, les formations au coaching que j'ai suivies, elles étaient très très techniques. Et il était très très peu question de moi. Comme si la personne que j'étais, on s'en moquait dans le coaching. Du moment que je connaissais les bonnes questions à poser, du moment que j'avais les quelques outils qu'il fallait, finalement, peu importe qui était Mylène. Mais ça, c'est de plus en plus une illusion. Je tempère un tout petit peu. Peut-être qu'il y a 10 ans, c'était suffisant. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans? Vous l'avez vu et vous le savez puisque vous êtes là. Il y a 10 ans, je n'aurais probablement pas réuni autant de personnes sur ce type de sujet. En réalité, il y a 10 ans, le développement personnel, le travail sur soi, tout ça, c'était marginal. C'était encore marginal. Euh,
ça commençait à se développer. Mais on restait à un niveau, on va dire, très consensuel du développement personnel. Depuis ces 10 dernières années, il y a une véritable explosion, en fait, des besoins en travail intérieur, en transformation intérieure. Aujourd'hui, je l'ai déjà un petit peu évoqué, mais nos corps ne supportent plus les décalages entre qui l'on est et ce que l'on fait. Donc, il y a de plus en plus de burn-out, il y a de plus en plus de personnes qui s'arrêtent, il y a de plus en plus de charge mentale ou d'épuisement, le sentiment d'une incohérence qu'on ne veut plus supporter. Donc, de plus en plus de personnes s'intéressent au développement personnel, se tournent vers elles pour travailler sur elles, soigner leurs blessures, etc. Et parmi elles, de plus en plus nombreuses, sont celles qui veulent aller plus loin, qui s'aperçoivent que résoudre un problème qu'elles rencontrent de leur vie, en réalité, c'est une porte d'entrée vers une quête beaucoup plus profonde, une quête de sens, une quête de qui je suis, d'identité, où je vais, pourquoi je suis là et pourquoi, en 2 mots, je suis là, vers quoi je vais en réalité, à quoi ça sert hein, que je sois là. Et donc, les besoins des personnes qu'on accompagne sont très différents d'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, vous pouvez recevoir une personne et l'accompagner sur une thématique très précise, et ça suffisait à 95% des gens. Aujourd'hui, ce que les gens cherchent derrière les problèmes qu'ils rencontrent, c'est d'être accompagnés de manière beaucoup plus profonde. Vous connaissez la pyramide des besoins de Maslow, hein. On voit bien, on évolue de plus en plus, en fait, sur cette pyramide. Et au-delà de ça, moi, le sentiment que j'ai, c'est simplement que l'humanité en général est de plus en plus attirée vers ce qui, d'après moi, est sa mission ultime, s'éveiller vraiment à sa nature. S'éveiller à sa nature et réaliser, incarner sur Terre sa plus belle version de soi-même. Pas dans une idée de performance, attention, quand on dit ça, c'est pas joli, mais juste être au plus proche de l'amour, de la joie, des plus belles facettes en fait de notre nature. Il y a quelques années, des sommets comme le sommet de la conscience, le sommet de la spiritualité, ça réunissait une poignée de personnes un peu marginales. Aujourd'hui, il y a des milliers, des dizaines de milliers parfois de personnes qui participent à ce type de sommet. On voit bien que voilà, la conscience s'ouvre, les besoins s'approfondissent et donc aujourd'hui, plus que jamais, il est essentiel eh bien de quitter la sphère pure du savoir-faire accompagné avec des outils, mais de bien réaliser que on va devoir aller plus en profondeur avec les personnes qu'on accompagne. Et si on va plus en profondeur avec les personnes qu'on accompagne, eh ben, il faut aller plus en profondeur à l'intérieur de nous. Sinon, il y a un décalage à un moment donné. Il y a un décalage, il y a une incohérence, l'espace qu'on propose, il n'est pas neutre, il n'est pas sain, il n'est pas nettoyé finalement de tous nos bagages, hein, de tout ce qu'on amène à la relation. Donc, ce n'est pas parce que c'est une formation à l'accompagnement qu'elle intègre ces éléments. Il y a beaucoup de formations à l'accompagnement qui ne répondent pas aujourd'hui à la réelle demande des gens. Voilà. Donc les choses bougent, les choses évoluent, mais il y a toujours des moments de décalage avant que ce soit rectifié et que ça aille dans le bon sens. Donc ça, c'est une troisième erreur que je vois chez beaucoup de personnes et mais vraiment que je vous invite à prendre en note. Ça va, ça vous parle? C'était la troisième erreur. Il m'en reste 4. Mais vous allez voir qu'il y a des choses qu'on a déjà vues. Je continue. Alors, cette quatrième petite erreur, elle est liée hein, à ce qu'on a vu, mais je le vois tellement souvent. Des personnes qui, sur leur plan d'action, je vais reprendre cette idée de plan d'action, parce que comme j'accompagne également dans un cadre bilan de compétences, j'ai un programme bilan de compétences, je vois beaucoup de personnes qui veulent valider un projet de reconversion, pour une grande partie à l'accompagnement, et je vois leur plan d'action à la fin, parce que je supervise mon équipe de coach et je vois ce qu'il y a dans les plans d'action. Et très souvent, je vais me former, je dis n'importe quoi, au coaching. Ensuite, je compléterai avec une formation PNL. Je vais ajouter à ça une formation en Human Design et puis enfin une formation à la PNL. Donc, je me retrouve avec un plan d'action où il y a une ligne pour le choix de mes statuts d'entreprise, éventuellement une ligne pour mon logo, mon nom d'entreprise et ensuite 3-4 lignes sur des outils. Des outils qui la plupart du temps sont purement techniques et évite toute la dimension posture d'accompagnante et juste être moi-même quand je n'accompagne personne.
Et donc, l'erreur que je recense beaucoup, beaucoup ici, c'est d'accumuler des outils. Des outils qui deviennent des abris, des abris, des refuges. Au lieu de traiter les vrais sujets, parce qu'on a peur d'être démunis, on va accumuler en fait ces outils en se disant, plus j'ai d'outils, plus je vais attirer à moi, ma carte de visite sera plus complète et donc une personne qui cherche ça, ça ou ça, bah, elle aura plus de chances de venir vers moi. Donc on pense que plus on ajoute d'outils, plus on va attirer à soi de clients. Et puis, on croit aussi que plus on a d'outils, plus on va enfin en finir avec ce sentiment de ce syndrome de l'imposteur, ce sentiment de ne pas être légitime, ce manque de confiance. Et donc, c'est l'accumulation d'outils qui va nous permettre de réduire, en fait, de résoudre ce problème. Ce n'est pas exactement ce qui se passe. Et ce qui se passe quand on passe autant de temps à apprendre des outils, mais sans que ça fonctionne, eh bien, c'est qu'on va accumuler finalement et on va dire renforcer l'idée en nous que vraiment on n'est pas fait pour ça. Parce que malgré deux, trois, quatre outils, ça marche toujours pas avec moi. L'idée ici, plutôt que d'avoir trois ou quatre lignes de formation à des outils, choisissez une seule formation, mais un outil qui respecte les différents points que j'ai évoqués. Travail solide sur la posture, travail solide sur l'être soi. Incarner mon accompagnement. Euh, Valoriser aussi ma propre transformation. Parce que comme je le disais, aujourd'hui, 90% des reconversions à l'accompagnement, leur point de départ, c'est moi-même, j'ai vécu une épreuve de vie. Je me suis intéressée au développement personnel, j'ai commencé à travailler sur moi et de là a émergé cette idée. Et si moi aussi, j'accompagnais des transformations. Ce point-là, vous devez vraiment l'avoir à l'esprit. Sinon, la formation que vous allez suivre, elle ne répond pas vraiment à votre besoin. Votre besoin, c'est aussi d'être accompagné sur cette transition, ce passage de vivre une épreuve de vie, découvrir le développement personnel, les outils du travail intérieur et en faire mon métier. Donc ça, c'est la quatrième erreur. Et donc, je vous le dis, accumuler les outils, ça ne va pas vous rendre légitime. La seule chose qui va vous rendre légitime, eh bien, c'est d'aller creuser en profondeur ce qui se cache derrière ce sentiment d'illégitimité. Quelles sont les peurs qui sont présentes? C'est de vraiment descendre en fait en profondeur en vous, d'aller regarder ce qui se passe, d'écouter, de tourner votre regard vers vous, de passer du temps en silence avec vous. Parce que bien souvent, le développement personnel, on croit on croit qu'il nous transforme, on croit qu'on l'a intégré, alors qu'on l'a juste compris. Et comprendre, ça ne suffit pas pour se transformer. L'information, elle peut être comprise, voilà, intellectualisée, conceptualisée. Vous voyez, elle reste ici. Et mon être, il n'est pas uniquement ici. On est un tout. C'est essentiel que ces grandes leçons, ces grandes informations, on les fasse descendre en nous. On les intègre, on les accueille en profondeur. On passe du temps, en fait, avec elles pour qu'elles nous transforment réellement. Et donc ça, on ne va pas le trouver dans des outils supplémentaires. Des outils supplémentaires, ça va être ici. On va continuer à mouliner, à ajouter des choses. Non, à un moment donné, il faut se poser avec ça. Il faut nettoyer ce qui est là. Parce que si on ne le fait pas pour nous-mêmes, comment est-ce qu'on va pouvoir répondre aux vraies demandes des personnes qu'on accompagne? Quand je dis les vraies demandes des personnes qu'on accompagne, c'est pas le sujet numéro un qui les amène. C'est cette quête d'identité qui est là derrière, chez tout le monde. Et honnêtement, vu le mouvement que ça suit aujourd'hui, ça s'accélère. C'est exponentiel. C'est de plus en plus important et la croissance est de plus en plus rapide. On est dans cette phase où les consciences s'ouvrent et on veut aller plus en profondeur. Vos clients vont vouloir aller plus en profondeur. Si vous voulez répondre à leurs besoins, il faut aller plus en profondeur pour vous-même. Est-ce que ça vous parle, cette quatrième erreur sur l'accumulation des outils? C'est clair pour vous? Vous voyez un petit peu? Est-ce que vous-même, vous étiez un peu en train d'avoir ce travers à envisager deux, trois, voire quatre formations? Ok. Très bien. Du coup, je continue avec la cinquième erreur. Elle est différente, hein, comme je le disais, voilà, je n'ai pas forcément suivi un ordre. Cette cinquième erreur, elle est importante, elle est un peu terre à terre, je me rends compte, mais c'est croire que parce que je fais un choix du cœur, en voulant accompagner les autres, parce que moi-même, j'ai vécu une belle transformation, que là, j'ai envie d'écouter mon cœur pour une fois.
d'écouter ses aspirations profondes et d'aller accompagner des belles transformations, et bien croire que être aligné avec mon projet, ça va suffire à réussir. Être aligné, ça ne suffit pas. Je vous dis ça pourquoi? Parce que ben, je vois aussi beaucoup de... Alors, il y a toutes les personnes qui n'osent pas y aller parce qu'elles se disent ça ne marchera jamais pour moi. Pour moi, c'est déjà une erreur. Le souci, c'est pas ça ne marchera jamais. C'est plutôt qu'est-ce qui fait que ça marche pour certaines et que ça marche vraiment bien et comment je peux faire la même chose pour moi. C'est vraiment la question que je mets au cœur de mes accompagnements. Parce que si on reste focalisé sur ça marche pas pour une majorité, ben, on va pas sortir du statu quo. Donc ça, c'est la première erreur. Mais la deuxième erreur, elle pourrait consister à idéaliser un petit peu. Du type, là, je fais vraiment un choix du cœur, je suis mon appel intérieur et parce que j'écoute mon cœur, alors je vais réussir. Peut-être que ça fonctionnerait. Oui, en fait, ça fonctionnerait dans un monde parfaitement éveillé. Mais on ne vit pas encore dans ce monde-là. On vit dans un monde où il y a encore des règles, où on se laisse tous encore plus ou moins avoir par certains biais cognitifs. Et donc, parce que c'est là, eh bien, on est obligé d'adopter aussi certaines règles. Donc, être aligné, ça ne suffit pas. Il faut aussi faire s'intéresser, j'ai envie de dire, à comment est-ce que je vais porter mon activité. Comment est-ce que je vais incarner cette activité? Comment est-ce que je vais la faire rayonner? Il y a beaucoup trop de personnes pour qui développer leur activité, encore une fois, c'est vraiment une affaire de statut. Développer son activité, c'est bien autre chose, hein. C'est réaliser que, notamment dans l'accompagnement, ben, je vais devoir mettre qui je suis au cœur de mon projet à chaque étape, dans tous les choix d'entreprise que je vais faire. Par exemple, sur quel réseau, comment, de quoi je parle, à qui je m'adresse, c'est quoi la promesse de mon offre, toutes ces questions-là qui paraissent très concrètes, eh bien, elles doivent vraiment prendre source, voyez, prendre naissance dans qui je suis moi. Donc, encore une fois, ça implique de faire ce travail intérieur en profondeur et même dans cette phase-là d'activité. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Quel réseau j'aime? Où sont mes talents? Où sont mes valeurs? Où sont mes besoins aussi? C'est important d'être lucide avec nos besoins. Je le disais tout à l'heure, besoin de confort, besoin de sécurité financière. Écouter son cœur, bah, ça ne suffit pas à trouver des clients, ça ne suffit pas euh, à recevoir de l'argent, à accueillir l'argent et ça suffit pas du coup à payer ses factures, à se développer. Donc c'est très important de passer du temps aussi sur cette dimension. Il y a vraiment une très grosse prise de conscience à avoir ici. À chaque étape de la création et du développement de mon projet, je dois être au centre, je dois être au cœur. Si je me mets de côté, que je commence à aller regarder les modèles, ce que font les autres, à me dire, bah tiens, je vais faire pareil, si je commence à aller vers toutes ces formations qui existent aujourd'hui à l'entrepreneuriat, où chacun nous vante son modèle comme étant le meilleur, sans une seule fois me mettre au centre du processus, en fait, c'est la même chose. Vous voyez, dans votre choix de formation à l'accompagnement et dans votre choix de formation à l'entrepreneuriat, parce que les deux vont impérativement ensemble. Vous devez investir dans les deux, une formation à l'accompagnement et une formation à l'entrepreneuriat. Si vous ne choisissez que l'un des deux, vous ne mettez pas clairement toutes les chances de votre côté, hein. Encore une fois, aujourd'hui, avoir un outil sur notre carte de visite, ça ne suffit plus. On va devoir se démarquer de cette concurrence. Comment est-ce que je me démarque de la concurrence? Déjà en réalisant que être aligné, ça ne suffit pas. On ne vit pas dans un monde bisounours. Donc il y a aussi, oui, des techniques, des outils, des choses à connaître. Mais connaître ces outils, ces stratégies, ça ne suffit pas non plus. L'idée, c'est de partir de moi pour, eh bien, créer, on va dire, ma stratégie sur mesure. Et il y a beaucoup d'erreurs ici, donc croire qu'être aligné suffit et donc se dire je vais juste me former à l'human design ou au coaching ou à la gestalt thérapie et ensuite comme par magie, bah, je vais créer mes statuts, je vais voir ce qui se passe. Se former à l'entrepreneuriat, c'est indispensable et sortez du schéma de l'entrepreneuriat un petit peu austère, du vieux costard gris, de la mallette et du côté business. On peut aussi voir plutôt ici l'idée de porter une activité, porter une vision et la faire rayonner. Et c'est donc essentiel déjà de trouver une formation à l'entrepreneuriat et c'est essentiel d'en trouver une
qui ne met pas un modèle de développement au centre, mais qui vous met encore une fois, vous au centre. Vous l'avez compris, hein, vous avez traversé une épreuve de vie, vous avez compris qu'il fallait vous remettre au centre de votre vie. Et bien pour votre projet, c'est pareil. Vous devez être au centre de votre formation, vous devez être au centre de votre activité. Sinon, vous allez essayer d'appliquer des choses qui vont pas vous plaire, ça va pomper votre énergie, ça va vous épuiser, ça va pas vous ressembler. Au final, vous allez faire de mauvaise foi. Et croyez-moi, si on fait quelque chose de mauvaise foi, ben on trompe personne. Donc ça ne va pas fonctionner. Donc ça, c'était la cinquième erreur. Est-ce que ça vous parle? Ça résonne pour vous, cette erreur-là? Super. Il m'en reste deux, yes. La sixième erreur que j'avais envie de, oui, de vous proposer ici. Alors, j'ai déjà un petit peu évoqué ça, donc comme je le disais, plus on approche de la fin, plus les erreurs sont courtes, parce qu'en réalité, tout est lié. Cette sixième erreur, elle consiste à ignorer le lien pourtant évident entre votre expérience et votre projet, et plus encore entre votre expérience, votre projet et votre activité, incluant votre accompagnement futur. C'est-à-dire vraiment, bah, finalement, faire le lien entre ces trois phases, hein. Votre expérience de vie, qu'est-ce que vous avez traversé, quels outils vous avez découverts, quel déclic vous avez eu, quelle belle prise de conscience, quelle transformation intérieure vous avez vécue, votre projet de reconversion et ce que vous allez proposer demain. Ce qui va donner toute la valeur, toute la profondeur, l'impact, toute la richesse à votre proposition d'accompagnement, c'est qui vous êtes et notamment ce que vous-même vous avez vécu. Encore une fois, hein, on sort de l'ère de l'accompagnement technique, de la coach outil, de l'accompagnante qui applique un protocole. Ça, c'est dépassé. L'idée maintenant, c'est d'incarner l'accompagnement qu'on propose pour attirer à soi des personnes. C'est ça qui va vous démarquer, c'est ça qui va vous différencier et c'est ça qui va donner de l'impact à vos accompagnements. Donc, il est essentiel, et ça, c'est une erreur plus que fréquente que je vois, des personnes qui ne réalisent pas qu'elles doivent faire un lien très fort entre ce qu'elles ont elles-mêmes appliqué à leur propre vie et ce qu'elles proposent d'appliquer finalement et d'utiliser pour aider, pour élever, pour améliorer la vie de leurs clients. Il doit y avoir en fait un lien extrêmement puissant entre les deux. Donc, c'est quoi les déclics que j'ai vécus, moi? C'est quoi les problématiques que j'ai vécues et comment je me suis transformée dans ces problématiques? Comment je les ai transmutées, ces problèmes que j'ai vécus? Et du coup, ensuite, eh ben, à partir de là, à partir de ce qui fait mon unicité, l'unicité de mon expérience de vie, eh bien, qu'est-ce que moi je vais proposer aux autres? L'outil, c'est juste un outil. C'est pas le cœur de votre promesse. Donc, il est absolument indispensable de faire le lien, votre expérience, l'outil certes que vous choisissez, et la proposition que vous allez faire aux autres, ce qu'on appelle la promesse de transformation. Il y a beaucoup de personnes qui vont dans l'accompagnement, mais qui sont tellement occupées finalement par le syndrome de l'imposteur, à se dire mais j'ai pas confiance, je suis pas assez bien, etc., qu'elles ne voient pas à quel point elles ne sont pas là par hasard et à quel point en réalité elles ont déjà traversé quelque chose dont le monde a besoin, dont beaucoup de personnes ont besoin. Et que même si elles ne sont pas arrivées tout en haut de l'escalier, hein, qui prétendraient atteindre l'éveil absolu, eh bien elles ont déjà traversé des choses, elles ont déjà avancé, elles ont transmuté, elles ont déjà intégré. Il reste du chemin, évidemment, il en reste pour tout le monde, mais il y a déjà des choses à transmettre. C'est vraiment essentiel ici de faire le lien entre votre propre transformation et ce que vous allez proposer ensuite. Donc, si vous allez vers une formation purement technique, sans tenir compte de ces dimensions, sans travail intérieur, sans qu'on vous aide à faire le lien entre qui vous êtes, ce que vous avez vécu, vous, le passage dans lequel vous êtes aujourd'hui et votre proposition demain, eh bien là, vous passez à côté de l'essence du sujet, en fait. Vous passez à côté du fond du sujet. Et même si dans votre vie, vous avez compris que c'était important de faire de vous une priorité, dans votre projet, vous êtes en train de commettre la même erreur. Vous vous mettez de côté. Vous croyez que c'est l'outil qui va faire les choses. Pas du tout.
C'est vous. L'outil numéro un, c'est vous. Et j'aime pas le mot outil numéro un. Vous n'êtes pas un outil. Mais vous êtes l'élément le plus précieux de votre accompagnement. La septième erreur que je vois, eh ben, c'est du coup de négliger ces éléments-là. Il y a beaucoup de personnes, et Jean-Marc ne m'entend peut-être plus, mais ce n'est pas pour lui. Il y a beaucoup de personnes qui veulent accompagner les autres sans se faire accompagner. Et ça pose un vrai sujet. C'est comment est-ce que finalement je vais pouvoir incarner l'idée que être accompagné, c'est précieux, et donc attirer à moi naturellement des personnes et les amener à faire avec moi ce travail intérieur si moi-même, je ne suis pas accompagnée. Si moi-même, je me dis, bah, moi, je peux faire les choses seule, ça suffit. Ben, c'est exactement ce qu'on va incarner. En fait, malgré nous, même si on aimerait l'inverse, c'est le message qu'on va renvoyer. Donc, une coach, une mentor qui elle-même ne serait plus accompagnée, n'aurait plus de coach, n'aurait plus de mentor, ne ferait plus ce travail-là, elle peut dire ce qu'elle veut, elle incarne l'inverse. Et croyez-moi, on ne peut pas tromper les gens, en fait. Dans l'invisible, les choses, elles circulent, elles se communiquent. Donc, si on se dit, je n'ai pas besoin d'être accompagné sur le travail intérieur, sur même l'entrepreneuriat, avec ces dimensions que j'ai évoquées, passer de j'ai vécu une expérience à j'accompagne les autres, si sur ces dimensions-là, on estime qu'on n'a pas besoin d'être accompagné nous-mêmes, eh bien, quel message finalement on va envoyer? Voyez, quel message est-ce qu'on va incarner? L'idée que finalement, il n'y a pas besoin d'être accompagné. Et donc, on peut se former à tous les outils. Si on part avec ce principe-là, c'est l'image qu'on va renvoyer. Et donc, bah, ça va être un peu plus compliqué pour nous d'être accompagnés. Les coachs que je connais qui ont le plus de réussite, ce sont toutes des personnes qui continuent à être accompagnées continuellement, à toutes les étapes. Que ce soit dans leur posture d'accompagnante avec des supervisions, du mentorat, du tutorat, pour continuer à s'améliorer ou des cercles d'échange, que ce soit dans leur activité. Qu'est-ce qui fait que mon entreprise ne se développe pas plus que ça? C'est pas qu'il me manque une stratégie, hein. C'est juste que le plafond de notre entreprise, c'est notre plafond à nous. Les limites de l'entreprise, ce sont nos limites internes. Et bien sûr, les forces de l'entreprise, ce sont nos forces à nous quand même, parce que le monde est bien fait. Mais surtout dans ces entreprises qu'on crée en solo, ou en plus qu'on va proposer aux autres, c'est notre propre histoire, bah, vous comprenez bien que le lien est tellement fort entre nous et notre entreprise que c'est impératif d'être accompagné sur cette dimension-là également. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la septième erreur. Et une personne qui va faire toutes ces erreurs-là, alors ce que je veux dire semble peut-être... Non, je ne pense pas que ça semble hyper logique, hein. C'est quand même des prises de conscience à avoir. 95% des gens qui ne réussissent pas font ces sept erreurs-là, très clairement. Ou alors, ils en ont un petit peu conscience, mais dans les faits, ils ne le font pas vraiment. Donc, si vous voulez faire partie des 5 ou peut-être 10% de personnes qui vont vraiment réussir dans leur projet de reconversion, dans l'accompagnement, eh bien, il est essentiel d'avoir à l'esprit ces sept erreurs-là et de ne pas tomber dedans. OK? De faire l'inverse. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est cette erreur. Est-ce que ça vous parle? Et bien sûr, devant toutes les questions que vous vous posez aujourd'hui, le parcours Coach Cap que je propose, eh ben, je l'ai justement créé parce que j'ai pu constater que ce soit moi-même, j'en ai fait l'expérience, ou les personnes que j'ai pu voir dans le monde de l'accompagnement, ou même les premières personnes que j'ai pu former quand j'ai créé mon école, qui n'était pas parfaite, eh bien, j'ai vraiment créé justement cette formation de Coach Cap autour de ces dimensions-là. C'est-à-dire, c'est un parcours coach d'une approche spécifique, le coaching de l'alignement projet. Je ne suis pas rentrée dans le détail parce que ce n'était pas forcément le sujet, mais ce n'est pas du coaching classique. J'ai été formée au coaching classique, j'en ai vu les limites, je renforçais les problèmes des clients au lieu de les résoudre. Je me suis confrontée au fait que les consciences s'ouvrent, donc le coaching classique professionnel tel qu'il est conçu, il ne répond plus aux besoins des gens aujourd'hui. Donc j'ai été amenée vraiment à créer une nouvelle approche du coaching qui répond aux demandes
croissante aujourd'hui, à savoir une quête d'identité, une quête plus profonde, une quête de reconnexion à soi et pas juste résoudre des problèmes symptômes en mettant des rustines ici et là. Et quand j'ai créé ce parcours plus qu'une formation, j'y ai intégré les différents éléments dont je vous ai parlé ici. À savoir, c'est un parcours coach où on intègre de manière très importante une dimension de travail intérieur, d'intégration. Je ne certifie aucune coach qui n'a pas au préalable appliqué sur elle-même des outils, justement les outils qu'on va utiliser sur les autres. C'est du bon sens en réalité. Comment est-ce que je peux être légitime à accompagner les autres? Comment je peux euh, impacter à ce point et accompagner des transformations profondes si moi-même je ne l'ai pas vécu pour moi? On ne peut pas en fait accompagner une expérience subtile si pour nous-mêmes on ne l'a pas faite, cette expérience. Et justement, ce programme s'appelle Expérience d'ailleurs. Très bien fait. Donc, le parcours Coach Cap, il a vraiment cette dimension. D'une part, un outil, le coaching de l'alignement projet qui répond aux vrais besoins, aux vraies demandes aujourd'hui. Et encore une fois, des besoins qui augmentent de manière exponentielle. Et deuxième point essentiel, qui intègre cette dimension du travail intérieur pour que les transformations, elles soient impactantes. Pour également qu'on puisse travailler sur toutes ces dimensions de légitimité, de confiance, et il faut également mieux se connaître pour vraiment créer une activité à notre image. Donc ça, c'est un point qui est très important dans ce parcours Coach Cap. Il y a autre chose qui est essentielle dans ce parcours coach, c'est également cette dimension que j'induis, que j'intègre au parcours, à savoir faire le lien entre mon expérience personnelle et la transformation que je vais proposer. Je suis justement en train de finaliser un outil, là je travaillais sur ça ce matin, qui est un petit programme que je suis en train de concevoir en partant de son expérience personnelle, eh bien réussir à trouver son offre. Quand je dis trouver son offre, c'est qu'est-ce que je vais proposer aux gens que j'accompagne. Quel format d'accompagnement, quel tarif, quel public, quelle promesse de transformation, quel déclic j'ai envie de les aider à avoir. Et quand je dis quel format d'accompagnement, format au pluriel. Dans le coaching de l'alignement en projet, on n'est pas un coach dans un cabinet avec des clients toute la journée. Il y a plein de façons de transmettre. Et d'ailleurs, il y a une vraie explosion dans le monde de l'accompagnement des formats de transmission et d'accompagnement. Et donc, dans ce parcours Coach Cap, on fait également un vrai point, on a une vraie ouverture sur ces différents formats. Et puis, bien sûr, dans ce parcours Coach Cap, on est accompagné. Moi, je propose des supervisions pendant le parcours sur la dimension outils et posture. Et dans le programme Expérience, donc qui est cette dimension travail intérieur du parcours, eh bien, il y a des coachings pour justement descendre en soi en profondeur. Des coachings qui sont réalisés par des coachs CAP que j'ai formés, évidemment. Voilà, donc c'est très important vraiment de veiller à cela. Parce que je vous le dis, après, vous avez deux choix. Soit votre reconversion dans l'accompagnement, c'est plutôt un prétexte pour continuer à vous former sur le développement personnel. Et dans ce cas-là, vous voulez vous former à l'human design, au coaching, à la thérapie, etc. Mais juste pour en savoir plus. Soit vous voulez vraiment en faire un métier. Et dans ce cas-là, il faut intégrer ces différents éléments. Et là, je vous ai transmis tout ce que j'avais à cœur de vous transmettre. Donc, on a un tout petit peu dépassé, mais je suis quand même assez fière de mon timing. Je vais vous mettre dans le chat euh, le lien vers s'il y a des personnes pour qui ça résonne cette approche, hein, si vous sentez que voilà, il y a quelque chose ici qui vous appelle, le lien vers le formulaire de candidature pour rejoindre le parcours Coach Cap, il est accessible sur candidature. Donc, on dépose une candidature et ensuite on a un entretien avec une Coach Cap qui aujourd'hui travaille dans mon équipe, qui va s'assurer en fait pendant un entretien que c'est vraiment une formation qui est faite pour vous. Voilà. Et c'est aussi ce qui fait, je pense que au final, notre réussite, elle est beaucoup plus élevée qu'ailleurs, c'est qu'on s'assure en amont que ça répond vraiment à votre besoin profond. Voilà, mon but n'est pas de vous vendre une formation qui ne va servir à rien. Moi, ce que j'adore faire, c'est des portraits des coachs que j'accompagne, c'est voir ce qu'elles sont devenues, c'est voir ce qui fonctionne. D'ailleurs, je suis en train de finaliser un programme d'accompagnement post-formation coach pour continuer à affiner la posture de coach, le travail également sur cet alignement offre qui je suis. Euh, Ces éléments, ils sont vraiment, vraiment essentiels. Et c'est ce qui fait, je pense, que notre école a de si jolis taux de réussite aujourd'hui. Voilà. Avez-vous des questions, peut-être?
sur ma présentation, sur ce parcours Coach Cap. Je suis à votre écoute. Je vais peut-être clôturer la partie transmission en coupant l'enregistrement. Merci beaucoup à toutes celles qui regardent cet atelier en replay. Toutes les infos sont sur notre site, petite parenthèse, capcoachingschool.com si vous voulez en savoir plus et avoir le lien du formulaire de candidature, puisque dans le chat, vous ne pouvez pas l'avoir en replay.